Ce week-end, la visite officielle en Égypte d'Emmanuel Macron a donné lieu à de vifs échanges avec le président Abdel Fattah el-Sisi au sujet des droits de l'homme. Selon les ONG locales, 60 000 opposants et critiques du régime sont détenus dans les prisons égyptiennes. D'autres pays de la région sont le terrain de tensions politiques, notamment du fait de prochaines élections présidentielles, comme c'est le cas en Algérie et en Tunisie. La politique d'austérité appliquée en Tunisie a provoqué la colère de nombreux habitants qui multiplient les protestations, alors qu'au Maroc, les mobilisations pour dénoncer la cherté de la vie s'appliquent sous forme de boycott de grandes marques. Bonjour Sophie Bessis, vous êtes historienne, chercheuse associée à l'IRIS. Vous êtes l'auteur notamment de l'histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours, qui va paraître dans quelques jours aux éditions Talendier. Je vous ai convié pour faire un tour de la région, pour que vous nous expliquiez un peu ce qui se trame là-bas, avec tout d'abord cette attitude ambiguë vis-à-vis de l'Égypte, attitude ambiguë de l'Occident et particulièrement de la France. Donnez-nous votre point de vue, Sophie Bessis. Bonjour. Oui, effectivement. Enfin, une attitude ambiguë. Je ne parlerai pas d'ambiguïté parce que l'attitude est extrêmement claire et je pense que les pays occidentaux se fourvoient de la même manière qu'ils se sont fourvoyés avant 2011. D'une façon presque, enfin totalement répétitive, et donc qu'ils ne peuvent pas voir les dangers qui sont à l'œuvre et les problèmes qui sont à l'œuvre dans cette région. Pourquoi je n'aime pas le terme d'ambiguïté? Parce que, en fait, le président Macron, lors de sa visite officielle en Égypte, a été poussé par une opinion publique, des ONG, les milieux associatifs, à aborder la question des droits humains, ce qu'il n'avait aucune intention de faire au départ. Donc cette visite était une visite, disons, sur le plan géopolitique et une visite commerciale, bien évidemment. Vous savez que l'Égypte est un acheteur d'armes françaises extrêmement important et que la France ne compte pas se départir de ce marché au nom des droits humains. Et c'est la raison principale de la visite du président Macron, ne soyons pas naïfs. Alors, la raison, elle est évidente selon vous. Il y aurait également une idée selon laquelle l'Égypte serait notre allié dans cette région. L'Égypte mène actuellement une offensive au Sinaï. Les intérêts stratégiques de l'Occident sont-ils compatibles avec la démocratie en Égypte, Sophie Bessis ? Écoutez, je crois qu'une des grandes erreurs des pays occidentaux, c'est de n'avoir pas compris et de toujours ne pas comprendre que un régime imposé, un régime dictatorial n'est jamais un régime stable à long terme. C'est un régime qui est assis sur un volcan et qui simplement met un bouchon sur ce volcan pour ne pas provoquer des éruptions. Et un jour ou l'autre, le bouchon saute et le bouchon ressautera à nouveau en Égypte. Vous savez très bien que le régime du maréchal Sissi, de l'autoproclamé maréchal Sissi, même s'il a été élu dans des élections évidemment tout à fait... Avec un joli score, hein. Il a obtenu 97% des voix. Très très joli score, effectivement. Eh bien, il n'y avait pas d'opposants, hein, de toute façon. Aucun, bien entendu. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'opposants en Égypte. Ils sont en prison ou en exil. Aucune parole d'opposition n'est tolérée aujourd'hui en Égypte. Mais pour aller plus loin, parce que c'est le cas pour d'autres pays du monde arabo-musulman, la grande erreur du personnel politique occidental, si vous voulez, c'est de croire que parce qu'on met en prison les islamistes, que parce que on se bat contre les djihadistes, comme le régime égyptien le fait dans le Sinaï, on est pour autant laïque ou moderniste. Non, aujourd'hui, le régime égyptien réprime d'une façon tout à fait féroce les milieux islamistes, mais est un des régimes les plus conservateurs sur le plan religieux de l'entièreté du monde arabe. Je vous en donne un seul exemple, c'est que depuis peu, l'incroyance est punie de prison en Égypte. On n'a pas le droit d'être athée. Si on est athée, on va en prison, par exemple. On considère, en tout cas c'est ce que les ONG disent, qu'on a affaire avec le régime donc du président Al-Sisi en Égypte, du régime le plus répressif de l'histoire égyptienne, de votre point de vue, Sophie Bessis. Effectivement, le plus répressif de l'histoire égyptienne. Je rappelle tout de même que le régime de Gamal Abdel Nasser avait quand même
condamné à mort et fait exécuter un certain nombre de dirigeants islamistes, essentiellement les dirigeants islamistes radicaux comme Saïd Qutb. Mais il apparaît évident aujourd'hui que le régime du maréchal Sissi est plus répressif que celui de Hosni Moubarak, qui avait été limogé par la rue égyptienne en février 2011. Incontestablement, la répression est tout à fait féroce, et après avoir réprimé les islamistes et avoir emprisonné la quasi-totalité des leaders, la totalité des leaders frères musulmans, ce régime s'est attaqué à ce qui restait de la gauche égyptienne, aux associations de défense des droits humains, à tout ce qui pouvait constituer une parole indépendante sur le sol égyptien. Mais alors, s'il ne s'agit pas d'un régime laïque, pourquoi ne parvient-il pas à conclure une paix avec l'islam politique? Pourquoi n'arrive-t-il pas à trouver un terrain d'entente avec les frères musulmans, par exemple, Sophie Bessis? Ce n'est pas un régime laïque, il n'y a pas de régime laïque dans le monde arabe. Il peut y avoir, et il y a eu dans l'histoire récente de cette partie du monde, des régimes séculiers, ou sécularisants, disons, mais jamais laïques. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais prôné une séparation officielle entre l'État et la sphère religieuse. De ce côté-là, il n'y a pas de laïcité. Pourquoi? Parce que la rivalité avec les tenants de l'islam politique est une rivalité pour la possession du pouvoir. Elle n'est pas forcément une rivalité idéologique. Il n'y a pas de contentieux idéologique majeur sur la nécessité qui est prôné par le maréchal Sissi comme par les frères musulmans, de réislamiser la société égyptienne. D'ailleurs, il n'y a plus grand-chose à faire, elle est déjà totalement réislamisée, ou à peu près. Donc le contentieux est qui va prendre le pouvoir, qui va occuper le pouvoir. Et le maréchal Sissi est issu d'une armée qui a pris le pouvoir en 1952 en Égypte, qui ne l'a pas quitté, sauf pendant 2 ans, qu'il l'a quitté, qui s'est mise à l'arrière-plan pendant 2 ans, c'est-à-dire entre 2011 et 2013, et qui a récupéré le pouvoir, parce que c'est pas seulement un pouvoir politique. L'armée égyptienne, c'est un peu le même qu'en Algérie, en Chine, à une autre échelle, possède à peu près 25% de l'économie égyptienne, c'est pas rien. Économie qui est actuellement dans une forme extrêmement médiocre, Sophie Bessis, puisque vous évoquiez le fait qu'on ne pouvait pas considérer qu'une dictature était un allié fiable et était une forme de régime qui pouvait être considéré comme serein et pérenne à l'échelle des ans. Tout à fait, on s'en est aperçu en 2011. On peut aussi considérer que ça n'est pas du tout une bonne solution sur le plan économique. Non, bien sûr, parce que la corruption bat son plein, de toute façon. Et puis, mais seulement l'Égypte, si vous voulez, a un coussin confortable, c'est-à-dire que les monarchies comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ne lâcheront pas financièrement l'Égypte. Et c'est bien la raison d'ailleurs pour laquelle, pour revenir à la France n'a pas peur de vendre des rafales à l'Égypte parce qu'elle sait que les factures seront payées par les monarchies du Golfe. Donc l'Égypte n'a absolument pas les moyens financiers de se payer les armes qu'elle se paye, mais derrière vous avez l'échec de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Alors ces armes, elles sont destinées à lutter notamment dans le Sinaï. Si nous n'avions pas le maréchal Sissi pour être en quelque sorte notre bras armé là-bas pour lutter notamment contre Daesh, est-ce qu'il y aurait une autre possibilité, une alternative? Parce que c'est ça aussi. Et qu'appelez-vous alternative exactement? Eh bien, un régime par exemple démocratique ou un régime qui serait celui des frères musulmans ferait-il le même travail? Puisqu'on a toujours l'idée qu'il y a une forme de réel politique. On connaît l'expression sur le choix d'un dictateur, c'est notre dictature. Il y a une formule qui est plus grossière pour le dire, Sophie Bessis, mais en tout cas l'idée c'est que ce régime certes ne respecte pas les droits de l'homme, mais qu'il est une arme efficace contre les dictateurs. Qu'en pensez-vous? Alors, efficace, je n'en sais rien, puisque depuis 2013, et nous sommes aujourd'hui en 2019, le régime se bat contre la rébellion djihadiste du Sinaï, et essentiellement du Sinaï du Nord. Jusqu'à maintenant, il n'est pas arrivé à l'éradiquer. Malgré des aides massives, malgré des achats d'armes massifs, malgré une aide israélienne extrêmement importante, puisque on sait très bien que l'armée israélienne intervient militairement aux côtés de l'armée égyptienne dans le Sinaï, donc il y a une conjonction, disons, des deux armées. Une alliance qui a été avouée à demi-mot.
Oui, trois quarts de mot, dirais-je. Je pense que, et bien évidemment, la lutte contre le djihadisme armé est une lutte tout à fait nécessaire. Il ne faut pas en disconvenir. Est-ce qu'elle est plus efficace menée par une dictature qui ne sait jouer que des moyens sécuritaires et armés, ou bien par un régime qui peut également employer d'autres moyens, y compris les moyens de la négociation, y compris les moyens du développement, pour arriver à marginaliser les djihadistes et à lutter contre eux. C'est pour ça que cette lutte contre les djihadistes ne parvient pas à atteindre son but, Sophie Bessis, parce qu'il y a uniquement des moyens qui sont des moyens armés, sécuritaires. C'est pour un tas de raisons qu'il est peut-être trop compliqué d'évoquer ici dans leur complexité. Bien entendu, il est évident que des régimes qui n'ont comme arme que les mesures sécuritaires ne vont pas employer toute la palette des armes qui peuvent lutter contre le djihadisme incontestablement. Également, les régimes qui favorisent en fait le discours extrémiste sur le plan religieux, les régimes qui laissent s'épanouir ces discours, qui ne luttent pas contre ces discours, comme la plupart des régimes du monde arabe, eh bien favorisent, disons, les matrices qui vont donner naissance au mouvement djihadiste. Et dans un pays comme l'Égypte, eh bien, il y a une prudence extrême. On met en prison les djihadistes quand on les trouve, on met en prison les frères musulmans, mais il n'y a aucune lutte globale au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, au niveau du contrôle des imams et des mosquées, au niveau de la pluralité religieuse et politique pour lutter contre l'extrémisme religieux. Le soulèvement du printemps arabe en Égypte, il avait débuté le 25 janvier 2011. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer, c'est un constat terrible, Sophie Bessis, que ce soulèvement, il a eu lieu, hélas, pour rien? Écoutez, on peut regarder les choses de deux manières. Il est évident que il y a eu en Égypte une contre-révolution, appelons-la. Si on appelle le mouvement de Tahrir une révolution, il est bien évident qu'il a été évincé par une contre-révolution. Et cette contre-révolution à l'œuvre a fait taire, comme je le disais tout à l'heure, toutes les voix dissidentes qui pouvaient exister dans ce pays. Mais d'une autre façon, puisque vous m'avez présenté comme historienne, donc faisons ce travail que doit faire l'historien. Rien ne disparaît jamais totalement en histoire. C'est-à-dire que cette révolution de Tahrir a enfanté quelque chose. Et quelque chose ressortira de cette révolution. On ne peut pas tracer une croix définitive sur ce qui s'est passé. Pendant quelques mois, les Égyptiens ont réappris, et les Égyptiennes ont réappris à parler, ont réappris à s'exprimer, ont cru qu'ils pouvaient prendre en main leur destin. Cette mémoire-là, je pense, ressortira d'une manière ou d'une autre. Et alors, si on se tourne cette fois-ci vers la Tunisie, là aussi, avec une révolution, avec une évolution alors complètement différente de ce qu'on assiste en Égypte, vous qui vous êtes intéressé justement à l'histoire tunisienne, Sophie Bessis, aujourd'hui, quelle est la situation dans ce pays? Peut-on dire que là, la démocratie, malgré tout, a fait son chemin? Alors, bien évidemment, la situation, puisque nous passons directement de l'Égypte à la Tunisie, la situation est totalement différente. On le sait, on le répète sur tous les registres, que la Tunisie est le seul pays du, entre guillemets, printemps arabe qui a échappé au chaos, à la guerre civile, à l'invasion étrangère, etc., etc. Alors, évidemment, la Tunisie est un pays aujourd'hui où les problèmes sont extrêmement nombreux, complexes. La situation est complexe, elle est difficile sur le plan économique et social, elle est loin d'être brillante. Il convient de prendre acte de la totalité de ces problèmes. Pour autant, ce n'est pas parce que les problèmes sont graves, sont très préoccupants, qu'il faut parler d'échec de ce que l'on a appelé la révolution tunisienne. Les Tunisiens et les Tunisiennes sont en train d'apprendre, dans la douleur, bien sûr, de nouvelles formes de pratiques politiques, de nouvelles formes de gouvernement. La parole a été libérée, pour le meilleur, parfois pour le pire d'ailleurs. Quand la parole est totalement libérée, c'est que vous ouvrez une boîte de Pandore, évidemment. Mais tout de même, la parole a été libérée. Les Tunisiens et les Tunisiennes qui ont aujourd'hui 20 ans, eh bien, c'était des gosses en 2011. Donc, ils ont grandi, ils se sont formés dans un environnement qui a cessé d'être un environnement dictatorial. Et je pense que
aux très faibles performances de la classe politique d'aujourd'hui, du personnel politique actuel. Très faible performance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, le personnel politique d'aujourd'hui en Tunisie est un personnel politique qui n'a pas rompu avec les automatismes de l'ancien régime. Et donc, on est dans une sorte de volonté. Vous savez que la Tunisie a 216 partis politiques, ce qui est quand même beaucoup pour un pays de 11 millions d'habitants, un petit peu plus, 11,2 millions, je crois, aujourd'hui. Et avec, en fait, ces partis politiques ne s'adressent pas réellement à la population tunisienne. Ils se parlent entre eux. C'est une espèce d'endogamie du personnel politique qui, à travers un discours parfois populiste, parfois élitiste, tente de se partager ce qu'il y a comme pouvoir aujourd'hui en Tunisie. Voilà. Les performances économiques sont également malheureusement très faibles. Très faible. C'est-à-dire que la Tunisie, depuis 2011, effectivement, a vu s'effondrer ses fondamentaux économiques. Pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, un processus révolutionnaire et une période post-révolutionnaire ne sont pas propices, dans quelque pays que ce soit, ne sont pas propices à une croissance économique, une stabilité économique. Il a fallu satisfaire dans l'urgence des demandes sociales qui ont un petit peu, beaucoup même, grevé le budget de l'État, etc. Et puis, il ne faut pas oublier quand même la période 2011-2013 du gouvernement de ce qu'on a appelé la Troïka, dirigé par le parti Ennahda, qui d'abord arrivé au pouvoir... Le parti islamiste Ennahda, qui d'abord arrivé au pouvoir, c'est quand même partager une galette non négligeable, il ne faut pas oublier cela, et à commencer, pas tout à fait commencé, mais presque, une politique de recrutement massif dans la fonction publique. Vous savez que depuis 2011, près de 200 000 emplois ont été créés dans la fonction publique, qui ont grevé également la fonction publique et qui est à l'origine également de ces grèves à répétition que l'on constate, dans la mesure où, on a beaucoup trop de fonctionnaires en Tunisie et trop mal payés. On continue à en parler dans quelques minutes. Sophie Bessis, je rappelle votre ouvrage « Histoire de la Tunisie, de Carthage à nos jours ». C'est aux éditions Talendier. Dans quelques instants, aux environs de 8h20, vous serez rejointe par Marouane Benyamed. Il est directeur de la publication du magazine Jeune Afrique. On continuera à évoquer la situation en Tunisie et puis on parlera des élections à venir en Algérie et également de la situation au Maroc. Il est 8h sur France Culture. Et nous accueillons Marouane Benyamed. Bonjour, vous êtes directeur de la publication du magazine Jeune Afrique. Votre point de vue sur la situation en Tunisie, avec une démocratie indéniable, avec également de nombreux problèmes sociaux, une situation économique qui ne s'est pas améliorée. Quelle perspective selon vous, Marouane Benyamed ? Disons que les Tunisiens des 3 pays du Maghreb central sont ceux qui ont fait le choix le plus compliqué après 2011. Après la Révolution, qui est de tout reprendre à zéro, de réélaborer une nouvelle constitution, de nouvelles règles du jeu politique, avec une classe politique justement qui n'était pas préparée à ça, du fait de la situation précédente et des longues années Ben Ali avant. Donc c'est plus difficile, parce qu'il faut tout réinventer, tout remettre en place, et qu'il y a forcément des appétits de pouvoir, des ambitions personnelles qui se multiplient et qui aboutissent à la situation qu'on connaît aujourd'hui. D'ici 10 ans, j'ai pas de grand doute que la Tunisie se portera bien et aura réglé une grande partie de ses problèmes. Le principal aujourd'hui, c'est la situation économique et sociale. C'est la priorité. Comment vous expliquez les résultats économiques de la Tunisie, alors qu'ils sont extrêmement médiocres, un taux de chômage très élevé qui atteint dans certaines régions, dans certains lieux, plus de 25%, un tourisme qui est de retour, mais qui ne suffit pas à faire en sorte que la Tunisie aille mieux, Marouane Benyamed? Il y a des causes très évidentes. La situation en Libye, qui a quand même des impacts assez forts sur l'économie tunisienne. Mais le principal, c'est le leadership, c'est-à-dire la classe politique qui dirige ce pays depuis 2011, qui, encore une fois, n'était pas préparée à ça, qui a dû se battre entre modernistes et conservateurs, entre islamistes, le parti Ennahda et les autres, une gauche qui s'est retrouvée orpheline et totalement désemparée, et donc, in fine, une espèce de culture du consensus un peu mou qui aboutit à l'absence de réformes, des réformes indispensables dont la Tunisie a besoin. Sophie Bessis.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Marouane Ben Ahmed pour dire que la classe politique n'est pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui en Tunisie. C'est l'évidence. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une classe politique qui puise l'essentiel de ses personnalités dans le vivier de l'ancien régime, d'abord. Il n'y a pas eu de renouvellement. Le vivier de l'ancien régime, aussi bien au niveau de l'opposition que du pouvoir, d'ailleurs. Alors, pas tout le monde, bien sûr. Si on prend le chef du gouvernement, Youssef Chahed, il est entré en politique après 2011, mais l'ensemble de personnel politique, y compris cette jeune génération incarnée par l'actuel chef du gouvernement, n'a aucune vision à long terme de l'avenir économique et social possible de la Tunisie. Maintenant, pour rebondir un peu sur ce que disait mon voisin, quand il disait que la Tunisie a fait le choix le plus compliqué, en fait, le Maroc et la Tunisie et l'Algérie n'ont fait aucun choix. On leur a imposé des solutions. Donc, tandis que les Tunisiens et les Tunisiennes ont eu à faire un choix. Et dans ce contexte-là, l'avenir de l'islam politique en Tunisie, quel est-il? Quels sont les choix qui sont aujourd'hui offerts? Il y a une forme de diabolisation, à juste titre ou pas, de l'islam politique. Qu'en pensez-vous, Sophie Bessis? Alors, toute la question est de savoir si les islamistes tunisiens se sont tunisifiés, dirais-je. Voilà. Certains pensent que les islamistes tunisiens, effectivement, se sont tunisifiés et que c'est la raison pour laquelle on a pu arriver à un consensus sur la Constitution, par exemple, en janvier 2014, puisque le texte, la loi fondamentale est un texte de consensus en Tunisie, ce qui d'ailleurs donne une série d'ambiguïtés dans cette loi fondamentale qui sont assez compliquées. Mais eux, aujourd'hui, ces islamistes disent qu'ils se sont disons, quelle est la posture tunisifiés, comme vous dites. Pardon? Aujourd'hui, ils disent qu'ils se sont tunisifiés. Oui, ils se présentent comme des démocrates musulmans. Tout à fait. C'est-à-dire, ils se présentent de la même manière que M. Erdogan en Turquie se présentait il y a un peu plus de 10 ans. Voilà. Et l'on sait que M. Erdogan en Turquie, qui se présentait comme un musulman conservateur, a récupéré 10 ans plus tard ses fondamentaux de frères musulmans et de frères musulmans durs. Alors, il n'est pas sûr que le parti Ennahda suive la même trajectoire. On ne peut pas anticiper une telle trajectoire. Ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que il y a tout de même au sein du parti Ennahda des clivages qui ne sont pas négligeables entre ce que l'on peut appeler une aile dure. Et qui n'est pas toujours d'accord avec le discours de modération et le discours consensuel de la majorité de ses dirigeants ou d'une partie de ses dirigeants. Est-ce que ce discours consensuel est un discours de circonstance, c'est-à-dire une tactique, ou est-ce qu'il s'agit d'une stratégie? Il est difficile d'y répondre. Pour l'instant, ce que l'on peut dire en se fondant sur les faits, c'est que il y a eu en Tunisie depuis 2014 une cohabitation politique entre le parti créé par l'actuel président de la République, Béji Caïd Sebsi, et le parti Ennahda. Et qu'aujourd'hui, depuis la rupture ou la quasi-rupture entre le chef du gouvernement et le président de la République, le parti Ennahda soutient ouvertement le chef du gouvernement. Alors ça, c'est la question religieuse. Il y a la question sociale avec de nombreuses grèves, de nombreux mouvements sociaux qui sont annoncés. L'Union générale tunisienne du travail a publié vendredi dernier un préavis de grève dans les secteurs publics, la fonction publique. C'est prévu pour les 20 et 21 février prochains. Comment voyez-vous les choses, Marouane Ben Ahmed? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque d'un conflit social important en Tunisie? Quelles décisions devrait prendre le gouvernement? On va rentrer dans une pré-période électorale, puisque les élections législatives et présidentielles sont programmées en 2019, donc cette année. Je doute fort que le gouvernement actuel, même s'il devait évoluer, décide de maintenir ce fonds social. Donc il y aura forcément des réponses qui seront apportées aux demandes de l'UGTT notamment, et c'est pas vraiment le moment pour la classe politique, encore une fois, de mettre de l'huile sur le feu et de ne pas céder. En revanche, encore une fois, entre la demande sociale et le besoin de réforme économique qui est réel en Tunisie, qui notamment que l'État se serre la ceinture, etc., comme partout ailleurs, ça va être compliqué de mener les deux de front.
Parce que là, il y a des augmentations de salaire qui sont réclamées. Et c'est une région, je parle de région parce que c'est le cas en Tunisie, on pourrait parler du Maroc, où la cherté de la vie est au cœur des préoccupations. Et s'il n'y a pas... Vous avez une inflation de près de 8% par an depuis 2 ou 3 ans en Tunisie, qui est très importante. Alors, il y a des augmentations de salaire, mais le problème, c'est que ces augmentations sont inférieures au taux d'inflation. Donc, les salaires réels n'augmentent pratiquement pas, ou augmentent très peu. Et par rapport à cela, donc effectivement, un prix des données de base qui ne cesse d'augmenter, des salaires moyens qui sont très bas. Hein. Le salaire brut moyen d'un fonctionnaire est d'environ 500 €, alors que la vie est chère là-bas. Là-bas, comme ici, vous aurez remarqué que c'est une préoccupation qui est assez largement partagée un peu partout dans le monde, hélas. Et j'en reviens encore une fois, c'est la problématique principale, c'est la vitalité et le dynamisme des économies, de nos économies qui est trop faible pour créer de l'emploi, créer de la croissance, etc. C'est donc là qu'on attend un gouvernement, en Tunisie comme ailleurs, pour mener ces réformes qui sont indispensables. Sinon, on restera dans cette situation d'inflation non maîtrisée, de croissance faible, de chômage, etc. Ça ne m'a pas échappé, effectivement, qu'en France aussi, on pouvait parler de questions de pouvoir d'achat. On a expliqué d'ailleurs qu'on allait réussir à exporter nos gilets jaunes en Tunisie, au Maroc, en Égypte. Ça n'a pas finalement été le cas, Marouane Ben Yamed. Non, c'est des contextes différents. Ça n'a pas pris ni au Maghreb d'ailleurs, ni en Afrique subsaharienne. Il y a bien sûr des manifestations contre la vie chère, ça revêt d'autres formes. Il y a une contestation, encore une fois, de la classe politique qui est assez largement partagée, soit sous forme active, soit sous forme d'une forte abstention à chaque élection, un peu partout. Mais ça n'a pas revêtu les mêmes atours que les gilets jaunes en France. Sophie Bessis. Je crois qu'il ne s'agit pas seulement en Tunisie de réamorcer la machine de la croissance. Il s'agit, et c'est bien là que le personnel politique n'a aucune vision de l'avenir, de revisiter le contenu de la croissance. Et c'est beaucoup plus important et beaucoup plus fondamental. Tout à l'heure, vous parliez du tourisme, par exemple. La Tunisie a opté depuis plus de 40 ans pour un tourisme bas de gamme, balnéaire, all inclusive, comme on dit, qui rapporte extrêmement... All inclusive, tout compris. Tout compris. Qui rapporte très peu d'argent à la Tunisie. C'est-à-dire que la Tunisie accueille les segments inférieurs des classes moyennes européennes. Bon. Et comme les classes moyennes, ces segments inférieurs des classes moyennes occidentales ne viennent de moins en moins en Tunisie depuis la Révolution et depuis les attentats, eh bien ce sont les segments inférieurs des classes moyennes russes ou ukrainiennes qui viennent maintenant en Tunisie. C'est vous dire... Libyenne. Hein, libyenne, me dit-on. Libyenne, c'est autre chose. C'est autre chose, si vous voulez. On ne peut pas parler de tourisme vacancier libyen. Vous avez des Libyens, d'abord qui habitent en Tunisie, qui ont acheté de l'immobilier en Tunisie, qui font du tourisme médical. Quand vous allez dans une ville comme celle de Sfax, les 3/4 des cliniques à Sfax sont des cliniques pour Libyens, par exemple, évidemment, puisqu'il n'y a pas de système de santé en Libye, ils viennent se soigner en Tunisie. Donc, en fait, je dis revisiter le contenu de la croissance, parce qu'il s'agit de savoir aujourd'hui quelle est la place du secteur rural. Quelle doit être la place de l'agriculture et du secteur rural? Quelle doit être la place de la petite paysannerie, qui est la catégorie la plus pauvre de la population dans l'intérieur du pays et dont on ne s'est à peu près jamais préoccupé? Quel type de formation doit-on avoir? Nous sommes un pays qui a à peu près 400 000 étudiants pour une population de 11 millions d'habitants et où il n'y a pratiquement pas de formation professionnelle. Où donc, chômage très important chez les jeunes diplômés. Et donc, les diplômés, vous avez un chômage de 30% chez les diplômés chômeurs, qui sont en inadéquation absolue avec la demande, disons, économique. Et c'est tout cela qu'il faut revisiter. C'est tout cela qu'on ne revisite pas. La question écologique est évidemment totalement absente des préoccupations du personnel politique, alors que vous avez des régions dont la pauvreté est en partie due au fait que ce sont des zones écologiquement sinistrées. Je pense au bassin phosphatier de la région de Gafsa, Metlaoui, Erdeyef, qui est une des régions où la panique sociale est la plus importante. Je pense à la région de Gabès, dont les industries chimiques maghrébines ont créé un désert. Et donc tout cela, aujourd'hui en Tunisie, tout le monde raisonne à l'échelle du mois prochain
ou à l'échelle des élections prochaines. Mais alors, est-ce qu'une réforme est possible, Marouane Ben Yamed, puisque tout le monde s'accorde pour dire qu'elle est nécessaire? La classe politique tunisienne ne semble pas la souhaiter, en tout cas dans l'immédiat. Elle ne la Non, comprend mais comme le dit très justement Sophie, il y a besoin de réformes, mais pour réformer un pays, il faut une vision, il faut un projet, il faut savoir ce qu'on veut faire, il faut savoir quelle est la place de la Tunisie dans son environnement concurrentiel. Il y a le Maroc à côté qui se développe, qui accueille beaucoup d'entreprises, par exemple, européennes. Donc il faut que la Tunisie et les Tunisiens déterminent leur projet à la fois économique, politique et de société, avant de décider on va réformer tel ou tel secteur ou mettre l'accent sur le tourisme, l'industrie, l'agriculture. Ça, ce sont des données évidentes, mais encore une fois, la réflexion qu'il manque, c'est quelle est l'identité de ce pays, quels sont ses avantages, sur quoi il doit miser, ce qu'il doit laisser de côté pour se concentrer sur l'essentiel, et que ce soit partagé par tous, et puis après on peut avancer. Il faudra certainement attendre les élections et une nouvelle recomposition politique. Je dirais même qu'il faudrait attendre davantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Tunisie, et c'est un phénomène extrêmement intéressant, une nouvelle génération politique est en train de se former. Une génération politique qui se forme dans les conseils municipaux, depuis les élections municipales de mai 2018, qui se forme dans la vie associative, qui se forme dans ce qu'on appelle cette société civile extrêmement vibrante et dynamique en Tunisie. Et je pense que cette nouvelle génération politique, elle va émerger. Elle va pas émerger dans les 6 mois, mais elle émergera dans les années qui viennent. Et elle chassera... pacifiquement, hein, je veux dire, elle ne le chassera pas dans une nouvelle insurrection, mais elle chassera pacifiquement le personnel politique d'aujourd'hui qui est épuisé d'une certaine façon. On continue justement, puisque vous parlez de personnel politique épuisé, nous continuons à faire ce tour de ces pays du sud de la Méditerranée. On a évoqué la Tunisie, on va passer à l'Algérie. Nous sommes en compagnie de l'historienne Sophie Bessis qui publie Histoire de la Tunisie aux éditions Talendier et de Marouane Ben Yamed, directeur de la publication du magazine Jeune Afrique. En ce qui concerne l'Algérie, avec une situation politique qui peut être qualifiée d'inédite, avec un président qui, semble-t-il, va briguer sa réélection alors que ses signes de vie sont faibles. Bon, c'est pas inédit, puisqu'il l'a déjà fait en 2014, il avait déjà eu son AVC, il était déjà... fatigué, et donc on se dirige, dit-on, vers le même scénario. Ce qui est plus inquiétant en Algérie, c'est la situation exactement inverse de ce qui s'est passé en Tunisie. C'est que le culte de la stabilité à tout prix, qui peut s'expliquer en partie par ce qu'a traversé l'Algérie, notamment pendant la décennie noire, confine aujourd'hui à l'immobilisme le plus total, voire à la léthargie, et que là, en revanche, on a non seulement une classe politique qui n'est pas adaptée à la situation actuelle, mais il y a une absence totale de renouvellement de la classe politique. Si vous prenez les candidats putatifs de cette élection en avril prochain, ce sont exactement les mêmes qu'en 2014, qu'en 2004. Et là, je prends parti au pouvoir FLN et RND, comme dans l'opposition, ce sont les mêmes personnalités depuis 20 ans qui trustent la vie politique de ce pays, qui est peu dynamique, c'est une chose, et il y a une absence totale de renouvellement, alors que 60% ou 70% de la population a moins de 30 ans, a besoin d'évoluer, se compare aujourd'hui à ce qu'il se passe non seulement à côté d'elle, le Maroc voisin, la Tunisie, mais aussi l'Europe, a des aspirations et des besoins qui ne sont plus assouvis. Et c'est rendu encore plus compliqué par la crise économique. Quand l'Algérie, quand le baril était à $100, le gouvernement algérien pouvait se permettre de financer la subvention des prix, construction d'infrastructures. Aujourd'hui, ce n'est même plus le cas. Donc tout ceci conjugué, la situation économique, les aspirations d'une population qui est en demande de modernisme, tout simplement, très largement, et une classe politique qui n'est pas au niveau, est vieillissante et sclérosée, les ingrédients d'un avenir proche sont pas très réjouissants. Sophie Bessis. Alors, je vois le terme d'élection est peut-être un peu osé pour l'Algérie. D'abord, dans la mesure où, bon, le président Bouteflika, ou ce qu'il en reste, va être reconduit en avril. Et je constate d'abord que, et cela montre d'ailleurs la proximité qui a toujours été le cas depuis l'indépendance avec le système soviétique. C'est-à-dire cette impossibilité du renouvellement des cadres dirigeants politiques. Bon, la seule différence, c'est que le système soviétique
renouveler ses vieillards d'une certaine façon. Et l'Algérie n'arrive même pas à renouveler ses vieillards dans la mesure où la génération qui a contribué à la lutte de libération nationale est biologiquement terminée. Il faut quand même pas oublier cela, c'est que on finit par mourir un jour ou l'autre et beaucoup sont morts. Ça, c'est la première chose. Donc, en fait, c'est une vitrification totale de la vie politique puisque ce qui va se passer en avril n'a d'élection que le nom, évidemment. D'autant que quand on connaît les taux réels d'abstention aux élections en Algérie. De quel ordre ? Écoutez, d'après les chiffres officiels donnent en général 50% de participation au vote. Totalement surestimé. On estime qu'il y a à peu près, dans le meilleur des cas, un quart des Algériens, des inscrits qui vont voter pour des raisons en général qui sont des raisons de portefeuille. On a besoin du tampon de l'élection pour avoir telle allocation, voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, effectivement, si vous voulez, en 2011, il y a eu des frémissements contestataires en Algérie, vu l'exemple tunisien, vu l'exemple de ce qui se passait. Et les autorités ont calmé ce frémissement contestataire en augmentant les salaires de la fonction publique, en augmentant les prestations sociales, en faisant une politique du logement, en continuant une politique du logement. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Le prix du baril empêchant donc les contestations augmentent. Il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé en octobre 2008 en Algérie, l'incandescence d'octobre 2008 avait fait suite à un effondrement des prix du pétrole. En Algérie, la vie politique est rythmée par les variations des cours des hydrocarbures. Donc effectivement, la situation est extrêmement difficile. Maintenant, peut-être je me différencierai un petit peu de Marouane quand il emploie le mot de société en demande de modernisme. On a là une contradiction, un paradoxe fondamental en Algérie. C'est qu'aujourd'hui, l'Algérie est, à mon sens, des 3 pays du Maghreb central, le pays où les forces conservatrices sont le plus importantes. Parce que lors de son arrivée au pouvoir, le président Bouteflika, en fait, a tracé une ligne avec ce qu'il a appelé la concorde civile, c'est-à-dire que les dirigeants, depuis l'indépendance, disons l'appareil dirigeant, l'oligarchie, contrôlaient l'État et la rente pétrolière et ont donné la société aux islamistes. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Et donc, c'est à la fois une société extrêmement conservatrice, peut-être la plus conservatrice des 3 dans le Maghreb central, et effectivement une jeunesse en demande, dirais-je, d'autres choses. Votre point de vue, justement, là-dessus, Marouane Benyamed, on a affaire, ce que veut dire Sophie Bessis sur la société algérienne, on a affaire aujourd'hui à une société qui est très islamisée. Vous n'êtes pas d'accord ? Très islamisée, relativement islamisée. Elle est-elle plus que... dans le sens d'un islam politique, Maroc, si vous voulez. Oui. Bon, mais parce que ça a commencé là-bas plus tôt. Il y a des partis politiques islamistes, et au Maroc, et en Tunisie, et en Mauritanie. Le cas de l'Égypte étant différent, puisqu'ils n'ont pas plus voix au chapitre. Mais oui, c'est une société relativement conservatrice, mais c'est aussi le reflet de l'enfermement sur elle-même de l'Algérie. Mais en revanche, je pense que la génération qui a 20 ans aujourd'hui a vraiment une soif d'ouverture, de modernisme, de modernité au sens large, et a besoin d'autres horizons et d'autres perspectives que ce qu'elle peut avoir actuellement, qui est proche du néant. Certainement. On a en tout cas un tableau au travers de ces pays qui marque une certaine forme d'échec d'un nationalisme arabe qui est né notamment en Algérie. On a parlé de Nasser tout à l'heure pour le cas égyptien. Comment vous expliquez en Égypte, pardon. Oui. Comment expliquez-vous cela sur la durée, puisque vous êtes historienne, Sophie Bessis? Comment cela se fait-il que ce nationalisme arabe qui a pris différentes formes, il ait abouti aujourd'hui à ce résultat-là? Oui, il faut remonter effectivement assez loin dans l'histoire. Les grandes heures... C'est pour ça que je remontais à Nasser. Les grandes heures du nationalisme arabe, c'est des années 50 à la défaite arabe de 1967 devant les armées israéliennes, qui a été un des traumatismes les plus importants qu'a connu le monde arabe au XXe siècle, on pourrait dire, incontestablement. Et donc, ces grandes heures du nationalisme arabe sont passées. Non pas, il en reste parfois, bien sûr, il y en a des vestiges, il y en a des restes, mais aujourd'hui, disons qu'on peut diviser l'idéologie dominante dans la région
la Tunisie étant un cas un petit peu à part, et sans oublier que le Maghreb et le Machrek n'ont pas connu les mêmes trajectoires historiques, mais en 3 moments. Le grand moment du nationalisme arabe, effectivement, incarné par Jamal Abdel Nasser, incarné par les Baas irakiens et syriens, etc. De la défaite et donc l'échec. Rappelez-vous que Nasser avait essayé de démissionner très réellement après la défaite de 1967, et il est revenu au pouvoir. Il a été rappelé, honnêtement, au pouvoir par les masses égyptiennes. Il faut bien reconnaître les faits. Et la montée en puissance à partir de la fin des années 60 de l'islam politique, encouragé au départ par les régimes arabes, dont l'ennemi principal était la gauche à l'époque. Et même un régime séculier, le plus séculier du monde arabe, comme le régime bourguibien, a encouragé à la fin des années 60, la création d'associations de sauvegarde du Coran, etc., qui a été la pépinière des cadres islamistes. Donc, il y a eu cela aussi. Donc, cette montée en puissance dont on connaît les conséquences, puisque, eh bien, c'est arrivé à une domination du champ idéologique de la plupart des pays arabes par l'islam politique. Même s'il n'est pas le seul dans ce champ idéologique, mais enfin, il domine ce champ idéologique. Et aujourd'hui, on a affaire, dans un certain nombre de pays, à une sorte d'islamo-nationalisme, pourrait-on dire, c'est-à-dire de mélange de nationalisme et d'islamisme. Les islamistes ayant repris un certain nombre de canons du nationalisme, et les nationalistes se sont islamisés d'une certaine façon. Donc vous avez cela. Pourquoi disais-je que la Tunisie est peut-être un peu différente? Parce que la Tunisie politique, c'est-à-dire la Tunisie dirigeante plutôt, n'a jamais versé dans le nationalisme arabe. Les régimes, Ben Ali en était plus proche que Bourguiba, incontestablement, mais tout de même sur le plan officiel, le nationalisme arabe n'a pas été l'idéologie du pouvoir dirigeant en Tunisie. Marouane Benyamed a un point de vue à ce sujet sur l'évolution de ces pays que nous évoquions, sur le nationalisme arabe et un bilan aujourd'hui du résultat de ces politiques, si il y a un lien de cause à effet selon vous. Non, je crois qu'il y a une situation qui, depuis 2011, a au moins le mérite de poser dans la région une vraie dynamique de réflexion, de recomposition politique, qui n'existait pas avant, où on était à la fois en Tunisie, en Algérie et même au Maroc, un peu dans une sorte de entre-deux flou, sans véritable... sans véritable projet nouveau. Encore une fois, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui avance beaucoup plus vite. Alors, cette région n'a jamais avancé très vite, mais l'environnement, aujourd'hui, est beaucoup plus rapide. L'évolution des nouvelles technologies, le numérique, le digital, l'ouverture sur le reste du monde, nécessite des réponses beaucoup plus rapides d'une classe politique qui soit prête à ça. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer, puisque on vient d'évoquer une classe politique, au contraire, en quasi-léthargie, c'est le cas en Algérie. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui... Dans tous les cas, Maroc un peu mis à part, puisque le renouvellement est plus marqué là-bas. En tout cas, dans le cas de la Tunisie et de l'Algérie, c'est le temps qui fera son œuvre. Et effectivement, on assiste aujourd'hui, notamment en Tunisie, à l'émergence d'une génération qui est encore une fois beaucoup plus dynamique et active et proactive. Et l'Algérie, on va passer à la fin de la génération de l'indépendance, par la biologie, à forcément les 40, 50 ans qui vont arriver aux manettes et qui nécessairement ont un autre type d'éducation, d'autres attentes, et dont on peut espérer qu'ils sauront, eux, répondre aux besoins d'une population qui, encore une fois, est majoritairement très jeune. Un mot de conclusion, Sophie Bessis. Oui, je crois que le Maroc, je ne vois pas de renouvellement particulier, disons, des élites politiques marocaines. On sait que la réalité du pouvoir marocain se trouve entre les mains de ce qu'on appelle le marzen, c'est-à-dire le trône. Et vous avez aujourd'hui tout de même au Maroc un resserrement autoritaire depuis quelques années extrêmement important, une répression des dissidences extrêmement importante. Et je crois que sous des formes différentes de celle de l'Algérie, eh bien, le Maroc aussi est dans un état d'immobilisme politique qui peut avoir de graves conséquences. Merci à nos invités. Marouane Benyamed, on vous retrouve dans votre publication, le magazine Jeune Afrique. Sophie Bessis, Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours, c'est aux éditions Talendier.